Bonjour monsieur, dame. Bonjour monsieur. Trouvez-vous la ville de Rennes plutôt minérale ou plutôt végétale? Moi je la trouve végétale personnellement. Plutôt végétale? Donc en centre-ville, c'est plutôt vert à votre goût. Non, le centre-ville rempli d'immeubles. Donc il n'y a pas de verdure. La ville de Rennes, elle est partagée un peu. Il y a des espaces qui sont beaucoup plus végétaux que minéraux. Mais en majorité, on est entouré de béton et de gros immeubles. Salut, bienvenue dans ce premier épisode de la série Rennes, ville écologique, vraiment. Je m'appelle Alexandre, je vous propose de m'accompagner cette année au cœur de Rennes pour questionner la ville sur ses engagements en faveur de l'environnement. Depuis plusieurs années, les municipalités ont employé le terme de ville verte pour noter la qualité d'engagement d'une ville en matière de respect d'urbanisme écologique, s'inscrivant dans une démarche de développement durable. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Comment ces villes sont évaluées pour être qualifiées de villes vertes? Depuis quand Rennes prend en considération ce critère? Ou encore quelles actions sont mises en place pour tenter de remplir ces conditions, notamment face à une forte croissance démographique dans la région, incitant Rennes à construire davantage pour répondre à la demande? Afin de répondre à ces questions, je suis allé à la rencontre de plusieurs personnes, le délégué de la biodiversité de la ville de Rennes, des membres d'une association protectrice de l'environnement, un collectif engagé et la population rennaise. Ceci afin d'en savoir plus à ce sujet et comprendre comment la ville s'investit pour répondre aux défis climatiques et la qualité de vie de la population rennaise. C'est ce que nous allons chercher à comprendre dans cette vidéo. Ce sujet semblait important à aborder, surtout lorsque les épisodes de chaleur qui impactent déjà le monde aujourd'hui vont s'accentuer dans les décennies à venir. Rennes se trouve fortement impactée par ce phénomène. D'après une étude réalisée par des scientifiques de l'Université de Rennes 2, d'ici 2050, le nombre de jours dépassant les 30 degrés devrait tripler à Rennes. Une chaleur extrême amplifiée en ville et particulièrement dans certains quartiers. Ce ressenti est souvent lié à une forte présence de minéralité, routes goudronnées, bâtiments en béton, places en dalles par exemple, ou des activités urbaines telles que la circulation des automobiles en ville. Lors de périodes de forte chaleur, ces zones très minérales consentent des élévations de température importantes, appelées îlots de chaleur. Pour limiter ce phénomène, la solution est de faire place à plus de surfaces arborées et herbacées. Il s'agit d'un excellent moyen pour moins subir ces impacts et deviendra plus que jamais nécessaire avec le réchauffement climatique. Afin de visualiser un peu où en est Rennes en matière de surface végétalisée, je vous propose de survoler cette carte. En quelques chiffres, le patrimoine arboré sur le domaine public de Rennes représente actuellement environ 130 000 arbres. Avec tous ces arbres étalés en ville, le feuillage recouvre environ 25% de surface aérienne, autrement dit la canopée, sur la capitale bretonne. Cela fait place encore à de nombreuses surfaces minéralisées, dont la moitié sont représentées par la voirie. Le Conseil local de la biodiversité a mis en place une charte en 2021, la charte de l'arbre. L'enjeu est de parvenir à au moins 30% de canopée dans la ville d'ici 2026. Pour réaliser cela, l'objectif de la commune est avant tout de préserver les arbres existants, comprenant une diversité d'essences, mais également de planter stratégiquement 30 000 nouveaux arbres. Un défi que la municipalité souhaite mener, mais pas seul. Didier Chaplon, adjoint à la maire de Rennes et délégué de la biodiversité de la ville, nous en dit plus. Elle part du constat qu'il faut impliquer tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité par rapport à l'arbre. Et pour faire simple, la moitié des espaces plantés sur la ville ne sont pas gérés par la direction des jardins et de la biodiversité de la ville de Rennes. Donc si on veut augmenter la place de la nature en ville, si on veut augmenter la place des arbres, il faut impliquer par exemple le CHU de Rennes, l'université, la SNCF, la région Bretagne, les opérateurs de réseaux type Engie, GRDF, les bailleurs sociaux, Espacil Habitat, etc. Il faut vraiment impliquer tout le monde sur la préservation de l'arbre. Donc nous, on est là pour aider. Et les différents acteurs qui ont signé la charte de l'arbre sont là également pour s'engager sur différentes actions. Afin de préserver et de restaurer la biodiversité dans tout le territoire de l'agglomération rennaise, depuis les années 90, des opérations participatives de plantation telles que le projet Embellissons nos murs, piloté par la MCE et Bretagne Vivante, sont proposées. Oui, on fait régulièrement des plantations participatives où effectivement on appelle les gens des différents quartiers ou les associations mobilisées pour planter tous ensemble. Et ça a toujours un gros succès. Gros succès. Et d'ailleurs, toutes les idées de plantation qui viennent des gens, que ce soit plantation de jardins, de potagers ou d'arbres, on répond positivement. Cette opération intitulée Jardiner ma rue est valable pour toutes et tous. Elle propose différentes opérations en passant par la mise en place de jardins potagers de pieds d'immeubles ou la végétalisation de différents trottoirs par exemple. Depuis que la convention est signée par la ville de Rennes, près de 4 km de trottoir a été végétalisé. Une demande d'autorisation est avant tout à faire part au service des jardins de la ville,
afin de contribuer à verdir la ville. Végétaliser une ville ne comprend pas uniquement la présence de végétaux, en passant par la plantation ou l'entretien des arbres. Il y a une chose dont nous avions peut-être tendance à négliger, c'est la présence des insectes et des animaux aussi dans la ville. Il s'agit de prendre en considération la biodiversité dans son ensemble. Pour cela, des aménagements urbains sont adaptés aussi en fonction des différentes espèces et permettent une connexion logique à travers la ville. La municipalité met en place des trames vertes indiquées au plan local de l'urbanisme. De quoi s'agit-il ? Des trames vertes qui partent d'espaces verts existants d'alignement d'arbres et qui permettent aux espèces végétales et animales de circuler. C'est important d'avoir une diversité génétique aussi. Alors bien sûr on est en ville, c'est-à-dire qu'il y a des coupures, il y a des routes, mais en tout cas l'idée c'est que toute cette trame verte, on la rend petit à petit la plus efficiente possible, la plus efficace possible, en tenir compte pour la végétaliser un peu plus que les autres pour permettre cette circulation. Parce que si on a un parc en centre-ville qui n'est pas connecté au reste des espaces de nature, les espèces qui sont là ne vont pas se mélanger et ça va pas être bon. Alors les oiseaux peuvent circuler, mais il n'y a vraiment que les oiseaux qui peuvent circuler. Depuis la mise en place des trames vertes et bleues en 2007, grand projet national porté par le ministère de la Transition écologique, l'enjeu des différentes villes françaises est de prendre en considération la biodiversité dans son ensemble en la préservant et la restaurant. La capitale bretonne est bien classée dans le palmarès des villes vertes françaises en 2020. Selon l'Observatoire des villes vertes lancé par l'UNEP, Rennes est la 7e ville la plus verte sur les 50 plus grandes villes de France. Pour obtenir ce label, le comité de labellisation composé d'experts, notamment la Ligue de protection des oiseaux et Éco-Jardin, vient de faire un état des lieux sur la gestion de la biodiversité dans la ville. Ils vont de l'extérieur donc valider un certain nombre de critères. Les critères tels la coupe des arbres. C'est pas bon de tailler un arbre, il n'est pas fait pour être taillé. Mais en ville, en ayant des arbres proches des habitations, des arbres proches des voies où vont passer par exemple des bus, il est nécessaire de les tailler de temps en temps. Et cette taille, il est préconisé de ne pas les faire entre avril et fin juillet, parce qu'on est en pleine période de reproduction, de nidification des oiseaux. Donc on ne le fait pas, sauf pour des raisons de sécurité, bien entendu. Face au dérèglement climatique, certaines essences d'arbres s'adaptent difficilement. En effet, ces érables qui ont été choisis comme arbres d'alignement en ville ont plus de 50 ans. Ils avaient été plantés pour les conditions adéquates du climat breton à cette époque. Le climat ayant évolué entre-temps provoque des impacts néfastes sur ces arbres. Pour cela, la municipalité réévalue ces plantations en se basant sur le climat de Toulouse, horizon 2050. Alors nous, on part sur une végétalisation type Toulouse, mais peut-être qu'on se trompe. On ne sait pas comment ça va évoluer, on a beaucoup d'incertitudes, on travaille sur du vivant aussi. Donc l'idée, c'est plutôt de diversifier. Vous avez vu, dans beaucoup de villes, quand sur une voirie, vous avez des arbres qui sont plantés, c'est toujours la même espèce. On va moins aller vers ça, c'est-à-dire qu'on va plus aller vers une diversité, puisque si on doit avoir des disparitions d'arbres, eh bien il va falloir pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour reprendre le phénomène des îlots de chaleur, on constate des inégalités dans la répartition du végétal dans certains quartiers qui semblent liés à l'histoire, comme le quartier Sud-Gare, composé d'une architecture d'après-guerre, ou le centre historique, soumis à une loi de préservation du patrimoine historique national et limitant fortement la végétalisation de ces espaces. Cela fait de ces espaces des zones difficilement supportables où s'aventurer lors des vagues de chaleur. Mais au contraire, nous pouvons trouver certains secteurs dont l'urbanisme a plusieurs années, mais qui a déjà fait place à davantage de végétation et de lieux pour la biodiversité. Le secteur Beaulieu, par exemple, actuellement occupé par un grand campus ouvert, la nature représente près de 50% de la surface du secteur. D'ailleurs, une mini-forêt pousse actuellement dans ce campus. En octobre 2022, des étudiants sont venus planter 900 arbres, représentant une trentaine d'espèces. Un autre exemple, celui de la place Thérèse-Pierre, place pourtant construite récemment, était notamment construit en dalles et en béton. Certains témoignaient de températures ressenties insupportables lors de vagues de chaleur. Elle a été finalement végétalisée fin d'année 2022, dans le cadre du budget participatif. Certains endroits semblent épargnés par ce processus de végétalisation et dans lequel il est déjà difficile de venir s'aventurer lors de périodes de vagues de chaleur. C'est le cas sur l'esplanade Charles de Gaulle, là où je me trouve actuellement, qui représente une surface de 29 160 m² de dalles et de béton. D'après la municipalité, il semble difficile d'imaginer verdir cette grande place, notamment dû à un parking souterrain se trouvant juste en dessous. Cette esplanade accueille également plusieurs événements tels que la fête foraine chaque fin d'année, entre autres. Certains habitants proposent des idées comme réaliser des plantations éphémères sur ce genre de place. Et donc possible de déplacer en cas de besoin.
Bretagne Vivante, association en charge de la préservation de la biodiversité dans toute la région, n'est pas complètement favorable à une implantation éphémère, mais privilégie plutôt une installation sur le long terme. On est plutôt sur ce qui va durer, sur les bénéfices aussi à long terme pour l'être humain, mais aussi surtout la nature, parce qu'on est quand même une association naturaliste. Ça serait assez malvenu en fait, de proposer un aménagement, ou même juste pour une seule saison, ce qui n'aurait pas de sens, parce que les espèces n'auraient pas le temps de s'implanter sur les lieux de manière pérenne. En général, la plus grande concentration de biodiversité se trouve dans les zones de friche. José Viermé nous dit de quoi il s'agit. C'est tout un bouquet en fait, de plein d'espèces animales et végétales. Pendant longtemps, la friche est perçue plutôt comme un milieu qui est improductif et a une connotation assez négative, dans le sens où c'est souvent associé en fait, à un échec de l'homme, en fait, plutôt un échec, un abandon d'une terre agricole, etc. Donc, souvent associé au début du XXe aux guerres. Par exemple, quand les hommes étaient partis à la guerre, il y a énormément de terres qui sont revenues à la friche. Donc ça symbolisait quelque chose d'extrêmement négatif. Et encore maintenant, on a une perception négative. On voit les ronciers, donc tout ce qui pique, tout ce qui grouille, c'est-à-dire les vipères. Vous avez plein d'espèces qui sont indésirables, entre guillemets. Alors qu'en fait, elles présentent une richesse complètement inestimable et inestimée. La majorité des espaces naturels sont censés être des forêts, en fait. Et donc, en fait, la friche est juste une forêt en devenir qui, dans une centaine d'années, pourra peut-être accueillir des arbres énormes, etc. Donc c'est vraiment cet intermédiaire entre une prairie ou un ancien champ, par exemple, ou un ancien site industriel, qui redevient en fait, progressivement une forêt. Ces zones de friche sont autrement appelées en ville des zones de délaissés urbains. De mars à septembre 2022, Marie-Ange Marchal, étudiante à l'université de Rennes 1, réalise un travail de recherche à ce sujet dans le cadre d'un mémoire de stage, en collaboration avec Mathieu Beaufils, également membre de l'association Bretagne Vivante. Il est question, comme son nom l'indique, d'une méthodologie pour la prise en compte de la biodiversité des délaissés urbains dans l'aménagement du territoire de la ville de Rennes. Cette recherche présente un panel plutôt complet d'informations sur la compréhension de ces zones et de leur localisation, qui semble avoir bien été reçue par la Direction des Jardins et de la Biodiversité de Rennes afin d'approfondir ces études. D'ailleurs, Mathieu Beaufils nous présente une carte intégrée dans ce mémoire de recherche. Tout ce travail a permis de produire des cartes de ce qu'on appelle les délaissés ou les friches à Rennes et de leur qualité. Et de ce fait-là, c'est un travail qui va pouvoir être utilisé maintenant à l'avenir pour voir un petit peu comment on peut travailler sur le sujet. Et la DJB est très enthousiaste à la suite de cette production qui a été vraiment très considérée comme vraiment d'un très très bon niveau. Ces zones de friche représentent un fort enjeu écologique. Selon l'étude réalisée par Marie-Ange et Mathieu, les DU de plus grande taille, supérieure à 10 000 m², font partie intégrante des grands éléments verts participant à la trame verte et bleue de la ville. Ce sont généralement ceux qui ont aussi le plus fort potentiel écologique. En plus de leur richesse en biodiversité, ces zones représentent également un accès à la nature et une possibilité de fraîcheur. Elles représenteraient donc un bon moyen pour retrouver une proximité d'espaces plus sauvages en pleine ville, mais également de contribuer à la réduction des fortes élévations de température. Mais certaines de ces zones sont souvent la cible de projets de construction. Et ces espaces de friche, c'est des espaces entre guillemets à re-remplir, et c'est des espaces qui sont généralement prioritaires pour des futurs projets d'aménagement. C'est notamment le cas de certaines zones de délaissés industriels qui pour la plupart sont complètement rasées pour accueillir de nouvelles constructions. En revanche, je pense que nous, associations, pourrions être extrêmement utiles pour, au lieu d'abattre toute la végétation, les friches, etc., avant de construire, de dire « Ah, mais ça serait bien de laisser à cet endroit-là ». Et donc, une fois que les gens reviennent, au lieu de planter des arbres avec en plus du compost et des choses comme ça, alors que la meilleure biodiversité, elle est sur les sols pauvres, elle n'est pas sur les sols riches. Or, quand on plante des arbres, on met du fumier, on met du sol riche, on ramène de la terre, ce qui est un comble. Et là, on amène à une biodiversité d'une banalité extrême, que ce soit insectes, plantes, oiseaux, etc. Donc nous, si un jour on arrivait à rentrer un petit peu dans ces choses-là et dire « Bah oui, à cet endroit-là, ça serait bien qu'on laisse ceci, cela », on pourrait. Mais un événement majeur se pose, celui de la croissance démographique en hausse dans la région et qui va fortement progresser. Selon l'ODIHR, l'agence d'urbanisme de Rennes, la métropole rennaise va connaître une augmentation d'environ 100 000 habitants supplémentaires horizon 2040. Avec le nouveau plan local de l'urbanisme intercommunal, mis à jour par Rennes Métropole fin 2022, la politique revendiquée actuellement par la ville est de déconstruire pour reconstruire. Il s'agit donc de construire plus haut en ville afin d'éviter l'étalement urbain avec les communes voisines faisant partie de l'agglomération Rennes Métropole. Mais pour accueillir tout le monde selon les projets d'urbanisation de la ville, et dû à la pénurie de logements libres dans le centre causant une explosion des prix,
Rennes Métropole a engagé dès 2009 le projet Via Silva, qui prévoit la construction de 6 000 logements supplémentaires pour une capacité d'accueil d'environ 12 000 habitants. Un projet qui s'articule entre les villes de Cesson-Sévigné et de Rennes, encadré par la société publique locale d'aménagement SPLA Via Silva. Thorigné-Fouillard, qui était présent sur ce projet, a fini par se retirer en décembre 2022, en partie dû à l'abandon du projet de trambus en novembre reliant Thorigné-Fouillard à la ligne B de Cesson-Sévigné, et contribuant également à une réduction de cet étalement urbain. Le projet Via Silva a obtenu le label d'écocité en 2009, décerné au niveau national. Un titre suscitant de nombreuses contestations. Station et parc relais Cesson Via Silva. Je me trouve à la station Cesson Via Silva de la ligne B et afin d'en savoir plus sur ce projet, je vais être en compagnie de Nathan, architecte et membre d'un collectif engagé actuellement actif sur le site Via Silva. Bonjour Nathan. Bonjour. Alors, tu n'es pas venu seul, il y a plusieurs personnes avec nous. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais sur ce site? En fait, sur ce site, depuis 2 ans, on a monté un collectif avec plusieurs personnes pour réfléchir en fait au projet Via Silva qui était établi comme une écocité et qui est en réalité un écocide. Et c'est à nous désormais de l'analyser et de le critiquer pour pouvoir en fait changer la situation, quoi. Et les choses sont changeables. On peut changer l'avenir sur les territoires et c'est à nous de prendre ça en main. Ok. Tu nous as proposé une visite aujourd'hui du site. Ouais. Est-ce qu'on peut y aller et puis voir directement sur place avec tout le groupe? On y va. Le projet d'urbanisation est prévu de s'étaler sur 200 hectares aujourd'hui. Il se compose en 2 secteurs aménagés pour la construction appelés ZAC, Zone d'aménagement concerté. D'une part, la ZAC Atalante Via Silva, s'étalant sur 93 hectares, et d'autre part, la ZAC Les Pierins, comprenant 107 hectares. À l'origine, il s'agissait de terres agricoles, faisant maintenant place à des constructions de bureaux et de logements. Des terres qui semblaient être les plus fertiles de l'agglomération, cite Yoann, également membre de 650 hectares sur le média Reporter en juin 2022. Ces extensions de terrain artificialisés posent de multiples problèmes, à commencer par la destruction de la biodiversité, des augmentations de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre. Voilà un des terrains justement qui est en phase de construction actuellement. Ils sont en train d'aplanir les sols pour ensuite accueillir les nouveaux bâtiments. Des vestiges archéologiques gallo-romains avaient également fait surface sur ce site, mais n'ont pas été épargnés. Ah ouais, non mais ça me fait mal de voir ça. Oh là là. Tu sais ce qu'il y avait exactement ici à l'origine? Ici c'était des champs, c'était des terres agricoles. Et exactement là où on était, c'était une ferme romaine. Ici ils ont découvert une ferme avec des termes qui étaient un peu plus bas. Et le site évidemment est cultivé depuis 2000 ans, voire même 3000. Et il est occupé depuis des milliers d'années parce qu'on est au centre du plateau rennais, quoi. D'après le ministère de la Transition écologique, entre 20 000 à 30 000 hectares de terres naturelles sont artificialisés chaque année en France. Des conséquences dévastatrices qui conduisent l'État à mettre en œuvre une loi, la zéro artificialisation nette, consacrée en 2018 par le plan biodiversité, puis en 2020 par la Convention citoyenne sur le climat. D'après l'Office français de la biodiversité, établissement public de l'État, la démarche de la zéro artificialisation nette consiste à réduire au maximum l'extension des villes en limitant les constructions sur des espaces naturels ou agricoles et en compensant l'urbanisation par une plus grande place accordée à la nature dans la ville. Zéro artificialisation nette est un objectif fixé pour 2050. Il demande aux territoires, communes, départements, régions de réduire de 50% le rythme d'artificialisation et de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2030 par rapport à la consommation mesurée entre 2011 et 2020. Certains suivis écologiques avaient été mis en place sur le projet Via Silva avant d'exploiter les terres et les bassins naturels, comme semblent nous montrer ces informations tirées d'un document de présentation du projet. Mais la problématique ici posée, c'est bien la densité d'exploitation urbaine sur ces 200 hectares de terrain, qui voyait encore plus grand, à l'origine, avant de réduire sa superficie. Vous appelez le collectif 650 hectares Via Silva. À l'origine, ça devait être donc 650 hectares qui allaient être exploités de terrain? Complètement. En fait, le nom du collectif est assez simple. C'est que on voulait en fait impacter dans l'imaginaire des gens en fait la taille de ce projet. C'est que par exemple, quand on est à la Prévalais, c'était 8 hectares. Quand on est à, je sais pas, sur d'autres sites à Bridor, par exemple à Liffré, c'était 20 hectares, quoi. Et nous, c'était pas 20 ou 8 hectares, c'était 650, quoi. C'est énorme, c'est autant que Notre-Dame-des-Landes quasiment en termes de surface bétonnée.
Et donc ce chiffre Parce que du coup, tout cet espace était prévu d'urbanisation. D'accord. Était sous l'emprise d'une ZAD, une zone d'aménagement différée, mais qui n'a pas été reconduite. La concession a été au bout des 15 ans, et le maire de Cesson et d'autres ont choisi de ne pas la reconduire. Les membres de la société publique locale d'aménagement Via Silva, en charge du projet, ont estimé l'extension de cette urbanisation trop importante et avaient fini par réduire le projet à 200 hectares. Ceci notamment dû au coût environnemental supplémentaire sur ces exploitations de terrain et l'élévation des prix des matériaux, tels que l'acier, l'aluminium, le verre, etc. Le matériau bois était également impacté par cette pénurie, mais connaît depuis début d'année 2022 une baisse des prix avec moins 10% sur le bois des structures et moins 32% pour l'OSB, enregistré fin d'année 2022. Hugh Frère, directeur de Hout Info Bois, le centre belge d'information technique sur le bois, s'exprime à ce sujet sur la Libre Écho. Le phénomène s'explique en partie par le fait que la transformation du bois est globalement moins énergivore que la production des autres matériaux de construction. Suite à l'engagement de ce projet, l'enjeu majeur se trouve maintenant dans les méthodes de construction employées, qui suscitent des oppositions collectives. Le collectif 650 hectares Via Silva ne prétend pas s'opposer aux constructions de logements eux-mêmes, mais plutôt la façon dont ce projet se considère, c'est-à-dire une écocité, alors que les moyens de construction employés ne semblent pas s'accorder. Nathan nous donne l'exemple du parking relais du site, qui était soumis à 2 appels d'offres. Le parking relais, il est mais hallucinant de bêtises. De bêtises, parce que 2 appels d'offres avaient répondu de manière beaucoup plus légère avec un bâtiment qui était en fait plus vertueux. Et ils ont pris le pire projet full béton et avec des ventelles en verre. D'ailleurs qui ne servent absolument à rien parce que c'est même pas un garde-corps, parce que le garde-corps il est derrière. Donc c'est juste esthétique, quoi. Et de se dire que les produits verriers, je sais pas si c'est autant ou pire ou moins pire que du béton, mais c'est un bilan carbone qui est monumental, quoi. Et là c'est quelque chose qui était retirable du projet, quoi. Mais alors, est-ce que justement au niveau des constructions, ils ont utilisé la méthode béton, mais ça fait quand même quelques années que les modes de construction alternatives existent. Ouais. Pourquoi ils ne se sont pas appuyés dessus? Pour des questions plus économiques, des questions éthiques, selon toi, ce serait plus sur quel aspect? En fait, ce qui est triste, c'est que différentes villes ont déjà fait des choix, en fait. C'est que c'est pas 650 hectares qui sort de son chapeau des idées qui n'ont jamais été faites et qui sont 100% innovantes. C'est complètement bête et c'est ce que eux nous disent. Mais en fait, c'est faux. Différentes villes ont pris des choix pour faire des vraies écocités. On peut construire différemment et c'est notre devoir. Et c'est pas ce qu'ils réalisent. C'est sans surprise que le béton est le matériau principalement utilisé pour les constructions. Pour sa particulière solidité, les différentes formes qui peuvent être réalisées avec ce matériau et son estimation de durée de vie. Le béton s'est présenté comme une révolution dans les méthodes de construction d'après-guerre. Mais ce matériau est très énergivore en ressources naturelles et représente un facteur important quant à l'élévation des gaz à effet de serre, de sa constitution à sa destruction. Le projet Via Silva est aujourd'hui estimé à 1,5 million de tonnes de CO2 émis pour la construction du projet hors réseau, études, fonctionnement, entretien et future rénovation urbaine, selon les études du collectif soumises à des données de l'ADEME, et suscite à ce jour de nombreuses interrogations quant à sa durée de vie et sa résistance suite aux usures et les intempéries estimées dans la région. Nathan nous partage son expertise en tant qu'architecte de profession. Par contre, les vrais problèmes, c'est au bout de 20-30 ans, quoi. Déjà, des problématiques de façade, on le verra sur les immeubles de logement, les façades vont moisir comme pas possible, il y aura des ravalements tous les 10 ans. Et au-delà de ça, tout ce qui est en dalles, parce que tous les immeubles ne sont pas construits en poteau-poutre mais en voile de béton, vont commencer forcément à évoluer, quoi. Et forcément créer des pathologies en termes de fissures, en termes d'étanchéité des toits terrasses, parce qu'aucun toit là a un vrai toit, en fait, c'est pas un toit avec 2 pentes, c'est pour chasser l'eau, c'est que des toits plats. Et les toits plats, ça pose des questions en termes d'étanchéité. C'est fou de voir tous ces bâtiments construits en un rien de temps. Effectivement, il y a vraiment énormément de bâtiments qui sont actuellement construits. Tout cela pour répondre effectivement à cette demande vis-à-vis de la croissance démographique. On a vraiment l'impression de voir une ville se construire dans son entièreté, mais qui pour autant ne répond pas forcément à l'ère du temps en termes de méthode de construction. Le projet Via Silva prévoit 10 à 15 000 personnes qui vont arriver sur le territoire, c'est ça? Ouais. Est-ce que du coup ils se sont dit on va pas penser au modèle de construction et du coup on va directement construire en fait de quoi accueillir toutes ces personnes? Bien sûr, en fait ça répond à cette forme
d'urgence de la métropolisation. Après, c'est pas la première fois dans l'histoire qu'il y a eu des urgences de construction, hein. À la Seconde Guerre mondiale ou au retour d'Algérie, c'est là où en fait il y a eu des réponses en termes d'urbanisme. C'est là où on a construit aussi le Havre à la Seconde Guerre mondiale, où ils ont répondu avec un système constructif hyper innovant qui a lancé le système béton par exemple. Ces urgences en matière de métropolisation suscitent également des interrogations quant au manque de formation en matière de construction alternative et principalement axée vers les méthodes traditionnelles de construction. Je me doute que c'est une formation aussi différente de construire dans les méthodes alternatives. Est-ce que c'est parce que toutes personnes dans le milieu du bâtiment aujourd'hui sont formées pour construire avec des matériaux béton, acier, etc. et il manque de formation de construction alternative? Ben voilà, ta réponse, c'est ça. C'est pendant mes études d'archi et pendant mes études d'urbanisme, c'est ça qui préconise. C'est tout. Mais après, je pense que quand même, chacune est capable de pouvoir remettre en question un modèle établi. Le dialogue entre d'un côté la municipalité de Cesson-Sévigné, la SPLA Via Silva et de l'autre le collectif engagé sur le site est difficile à être instauré. Il a d'ailleurs tenté d'être appliqué en 2021. En fait, c'est un peu complexe parce que ils ont ouvert en fait il y a 1 an à peu près un cycle de débat sur Via Silva avec une consultation publique. On a commencé à venir aux réunions, on a décidé en interne entre nous à 650 hectares de pouvoir y participer. C'était un choix, on aurait pu aussi ne jamais y aller et ne pas participer à leur débat. On y a été pour vraiment amener les chiffres qu'on avait trouvés, amener l'expérience qu'on avait sur ce site. Puis les enquêtes que vous avez exactement, de pouvoir faire ce que tu disais sur restituer aussi les enquêtes que nous-mêmes on avait réalisées sur Cesson, sur Via Silva, sur les acteurs du BTP et plein de choses. Et on était vraiment allé de manière je sais pas, positif, quoi. On voulait vraiment pouvoir dialoguer avec eux, quoi. Et en fait, ça a été infect. Ça a été infect. Ils ont été extrêmement agressifs. Ils n'ont pas voulu comprendre nos arguments. Et ils n'ont pas voulu écouter nos chiffres qu'on avait trouvés sur leur projet, quoi. Ce banc a été construit par le collectif afin de contester la bétonisation et montrer qu'il y a d'autres méthodes de construction qui existent. En l'occurrence, ça a été construit en paille et terre crue. En juin 2022, Jean-Pierre Savignac, maire de Cesson-Sévigné, partage ses réactions dans un article de Ouest France, suite à cette forme de provocation pacifique de la part du collectif. Dans cet article, le maire de Cesson-Sévigné parle de la mise en place d'un projet expérimental pour encourager la filière terre crue et tous les acteurs concernés. Il dit, je cite, « Un prochain îlot intégrera un cahier des charges sur le bas carbone particulièrement exigeant, fait en concertation avec des habitants, et un autre, intitulé Via Terra, vise la construction d'une 40aine de logements en terre crue, si possible porteuses. » Mais aux dernières nouvelles, une réunion s'est tenue par la SPLA Via Silva, suspendant ce projet Via Terra. Malgré tout, même si la conduite du projet semble déjà bien avancée, avec une phase de construction déjà réalisée, selon Nathan, il n'est pas encore trop tard pour transformer le futur visage de Via Silva en construisant autrement sur les autres phases en voie de construction. En fait, c'est ce qui nous avait été reproché, c'est qu'on nous a dit « mais Via Silva, c'est déjà réglé, ça se fera, ça se fera, ça se fera ». Alors peut-être que cette première partie, c'était trop tard pour pouvoir la modifier. Mais Via Silva, c'est un projet sur le très long terme. Et le très long terme, en fait, en urbanisme, il est modifiable. Et le premier rectangle urbain, il est foutu, on va dire. Mais par contre, tous les futurs appels d'offres, toutes les futures phases qui ne sont pas encore opérationnelles, peuvent être modifiées. Les manifestations qu'on a faites pour promouvoir en fait, la construction bio et géosourcée, c'est important parce que ça éclaire ces problématiques à une échelle en fait, communale, régionale, sur une meilleure manière de construire. Et c'est pas pour rien que les futurs immeubles B10 et B11 auront de la terre dans la structure des bâtiments. C'est en partie parce qu'on les a poussés aussi à améliorer le projet, quoi. Une tension, notamment due à cette croissance démographique en cours dans la région. Entre d'un côté un modèle traditionnel représentant un fort coût environnemental, et de l'autre un modèle visant l'occasion d'innover un quartier durable avec des alternatives de construction déjà existantes et cherchant un équilibre convenable sur le plan social, économique et environnemental. Tout comme au sein même de Rennes, où des discussions semblent déjà établies entre naturalistes et la municipalité sur certains sites pour de futurs projets de construction. Mais comme semblait l'indiquer Mathieu Beaufils, le dialogue ne semble pas encore bien instauré afin de préserver des zones de friche, pour la plupart riches en biodiversité, participant à la trame verte de la ville.
Des éléments concrets nous invitant également à réfléchir sur le sens qu'il faut donner à ces nouveaux projets pour s'inscrire dans ce nouveau monde, et la perception de notre environnement en ville présentant des richesses insoupçonnées et essentielles à la qualité de vie. Merci d'avoir regardé ce reportage. Si vous voulez en savoir plus en matière d'implication écologique dans la ville de Rennes, il existe un compte Instagram Rennes Ville Écologique Vraiment, dans lequel est partagé des actualités quotidiennes ainsi que d'autres informations qui se passent sur le projet. Voilà, j'espère que ce reportage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.